Very excited today to introduce Christian Coudet, who's coming to us all the way from Paris. As James mentioned earlier, so he's one of the top committers to Git. How many people here use Git? How many of you, if there's any hands that aren't up, then we should have a talk later. So he's going to talk to some really interesting things about Git. He also has a workshop tomorrow, which is going to be awesome if you're interested. He also enjoys singing as well as Git and sings in a choir. Maybe if we're really nice, we'll get some of that today or tomorrow during his workshop. It's cool. So maybe not. Thank you. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler de Git et en particulier de la qualité et de l'agilité avec Git. Alors tout d'abord, bon, vous connaissez déjà, mais un petit rappel. Je ne sais pas trop pourquoi il n'y a pas les slides. Je vais essayer de voir pourquoi. Désolé. Ça devrait aller, mais alors, on va essayer. Hop. Je vais essayer de cloner, ça devrait être mieux. Hop. Donc, il a été créé en avril 2005 par Linus Torvalds et il est maintenu depuis juillet 2005 par Junior Amano. Et donc, il est utilisé par plus de 80% des développeurs. Je participe au développement de Git depuis juin 2006. Tout d'abord, j'ai participé pendant mon temps libre, pendant des années. Et puis, depuis 4 ans, j'ai été freelance pour travailler pour Git, sur Git pour GitLab et Booking.com. Et très récemment, je suis passé à 100% chez GitLab. Et je travaille sur la gestion des gros repos et l'amélioration des performances. Je vais vous parler d'abord de l'évolution de la gestion de conf avec Git et ensuite des bénéfices donc, en termes de qualité et d'agilité, sachant que je ne vais pas entrer dans les détails techniques parce que je n'ai pas beaucoup de temps et il y a le workshop demain pour, si vous voulez, plus de détails. Et aussi parce qu'il y a trop de sujets que je pourrais aborder. Donc, je vais parler principalement de la vision qu'ont les communautés Git et Linux de la qualité et de l'agilité, en fait. Alors, tout d'abord, l'évolution de la gestion de conf. Donc, ce qu'a apporté Git, principalement, pour moi, c'est les branches légères. C'est-à-dire, en fait, avec Git, une branche, ça peut être juste un fichier en plus sur votre machine avec 40 octets dedans de plus. Et donc, c'est super facile de créer des branches et de les fusionner. Alors qu'avant, avec Subversion et SVN, les branches, c'était très lourd. On ne pouvait pas en créer beaucoup. Et ça impliquait de dupliquer le plus souvent tout son code sur sa machine dans un autre répertoire. Et comme on ne pouvait pas en créer beaucoup, quand on voulait les fusionner, c'était beaucoup plus compliqué puisqu'on avait beaucoup de modifications des deux côtés. Et donc forcément, il y avait pas mal de problèmes. Et qu'est-ce que ça a apporté les branches légères? Ça a apporté le fait qu'on fasse ce qu'on appelle des feature branches. Et donc on crée beaucoup de branches, une branche pour chaque fonctionnalité ou chaque correction de bug, et qu'on veut automatiser leur gestion et leur fusion autant que possible. D'où ce qu'on appelle les pull requests dans GitHub et les merge requests dans GitLab. Et ça a amené aussi, par la suite, mais assez rapidement en fait, des workflows qui peuvent être très compliqués comme celui-là qui s'appelle Gitflow. Est-ce que tout le monde connaît Gitflow? Enfin, qui connaît Gitflow? Ouais, pas mal. Alors, quand des gens voient ça, donc ils peuvent se dire soit c'est génial, il faut y aller à fond et tout, soit au secours, c'est trop compliqué et ingérable, on ne va jamais s'en sortir. Mais
donc on va examiner les deux cas, sachant qu'en fait, maintenant avec GitHub, GitLab, etc., c'est un peu, ces outils proposent par défaut un workflow intermédiaire le plus souvent, bien qu'il y ait plus ou moins possibilité de configurer les choses. Alors si on veut garder un historique simple, on va vouloir rebaser pour linéariser son historique. Donc on peut utiliser Git rebase et on peut aussi retravailler ces branches et ces commits donc avec le rebase interactif dont je parlerai plus tard. Si par contre on accepte un historique compliqué, on va avoir des problèmes pour le visualiser parce que ce n'est pas forcément simple. Donc on va utiliser des commandes comme celle-là qui est un peu compliquée, mais bon, avec un alias ça passe mieux. Et aussi on va avoir un problème pour trouver, quand il y a un bug, pour trouver le commit à l'origine du bug. Donc il y a Git Bisect qui a été créé pour ça. Et on va en parler un peu plus tard dans cette présentation. Mais le principe, donc, c'est que les commits forment un graphe dirigé acyclique comme celui-là, où en fait chaque commit pointe vers son ou ses parents. Et avec Git, en fait, il peut y avoir plus de 2 parents. Par exemple, généralement, quand c'est une fusion, il y en a 2, mais il y a aussi la possibilité d'en avoir plusieurs. Enfin, plus que 2. Et donc, ce que Git Bisect permet de faire, c'est de trouver le commit à l'origine d'un bug. Donc ici, par exemple, c'est le commit B qui a introduit un bug qui se retrouve donc dans tous ses descendants, tous les commits qui ont transitivement le commit B pour parent. Mais bon, ce qu'on peut voir en pratique quand on commence à travailler avec le rebase et le bisect, c'est que ils sont de toute façon très complémentaires, quel que soit l'historique. Et comme j'ai dit, GitLab et GitHub proposent en fait des fonctionnalités, un historique intermédiaire en fait entre les historiques simplifiés et complexes. Donc maintenant, on va voir ce qu'on peut en tirer en termes de qualité et d'agilité quand on utilise ces outils. Et pour ça, on va se focaliser sur la revue de code et les tests, puisqu'en fait, maintenant, tout le monde considère que l'agilité et la qualité, ça passe par l'intégration continue et le déploiement continu. Et pour que ça marche bien, en fait, il faut une bonne revue de code et aussi des bons tests, parce que sinon, si vous laissez passer trop de bugs, eh ben, vous ne pouvez pas faire d'agilité parce que le client il va passer son temps à remonter des bugs plutôt qu'à vous donner son vrai feedback sur ce que vous faites en fait. Et finalement, même si comme vous bossez de toute façon pas mal, finalement votre produit, quand vous allez faire une release, il y aura toujours pas mal de bugs à la fin. Donc la revue de code, ça consiste pour donc les communautés Git et Linux à retravailler et à polir en fait les commits jusqu'à ce qu'ils soient très clairs pour les reviewers que les commits sont parfaits. Et donc pour ça, en fait, il faut séparer logiquement les modifications dans des petits commits et avoir de bons messages de commit. Alors les bons messages de commit, c'est des messages de commit qui expliquent le pourquoi du commit, qui disent quel est l'objectif en fait de chaque commit. Et ça, justement, le rebase interactif, ça permet de le faire puisqu'on peut séparer des commits en commits plus petits et on peut aussi retravailler de plein de façons différentes. Et on le fera dans mon workshop demain, si vous venez, et retravailler aussi les messages de commit. Alors pour les tests, la plupart des gens, quand ils pensent test, maintenant, ils pensent test unitaire. Mais en fait, dans les communautés Git et Linux, on utilise surtout des tests en mode boîte noire et pas seulement des tests unitaires, parce que de cette façon-là, en fait, on teste vraiment ce que le client utilise, en fait.
et donc les principes, alors déjà, donc il y a une commande, c'est le git rebase -exec, qui permet de lancer une commande sur chaque commit qui est dans une branche en fait. Donc on peut l'utiliser par exemple si vous avez une commande qui compile et qui lance les tests qui s'appelle make test. Donc vous pouvez faire un git rebase -exec make test master et ça va prendre les commits que vous avez sur votre branche depuis master et appliquer chaque commit, et après l'application de chaque commit, lancer la commande make test qui va builder automatiquement et tester automatiquement votre logiciel. Et une autre pratique, c'est donc de faire un nouveau test pour chaque nouvelle fonctionnalité et pour chaque bug corrigé ou non. Donc en fait, ah oui, et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que donc Junio Amano, il a commencé tout de suite à développer Git en avril 2005. Et dès mai 2005, en fait, il a commencé à développer un framework de test, alors qu'on appelle TestLib dans Git, mais qui a été extrait de Git par la suite, et dont je suis devenu le mainteneur, en fait. Je suis devenu le mainteneur du projet Sharness, donc qui est en fait l'extraction du framework de test. Et c'est principalement, à mon avis, grâce à ce framework de test et grâce au fait que pendant longtemps, tous les développeurs ont fait et continuent à développer des tests à chaque fois qu'ils créent une nouvelle fonctionnalité, et très très souvent quand ils corrigent un bug, que Git est aussi stable qu'il est. Et si vous avez déjà essayé, vous pouvez essayer une version de fin 2005, la version 1.0, et vous verrez que vous devriez pouvoir récupérer avec cette version du code depuis GitHub ou GitLab. Donc, alors les avantages d'avoir un test pour chaque fonctionnalité, c'est que ça montre que ça a été testé, ça documente, ça facilite la revue de code et ça facilite l'ajout de tests supplémentaires. Et justement, quand il y a un bug, on est bien content souvent qu'il y ait un test qui existe déjà, puisque c'est beaucoup plus facile de créer un test pour un bug si la fonctionnalité dans laquelle se trouve le bug a déjà des tests. Et donc pareil, ça documente le bug, ça permet de le reproduire et ça facilite la revue de code et ça assure qu'il ne va pas réapparaître. Et donc à partir de là, si on suit toutes ces procédures qui sont relativement simples en fait, mais qui apportent beaucoup en termes de qualité, on peut même envisager des workflows de débugage de régression basés sur Git bisect. C'est-à-dire que systématiquement, on peut se dire, dès qu'on va avoir une régression, on va tout d'abord, avant de faire quoi que ce soit, créer un test pour la régression. Et ensuite, avec ce test, on va utiliser Git bisect run pour qu'il trouve automatiquement le commit qui a le premier mauvais commit, en fait, qui a introduit la régression. Et il faut voir que ça, c'est possible seulement si vous avez tous vos commits qui... Enfin, c'est beaucoup plus facile si vous avez tous les commits qui passent tous les tests et qui compilent automatiquement. Parce que si vous avez des commits qui sont à moitié mauvais, etc., et ben quand vous allez faire un bisect, il risque de tomber sur un commit qui a des problèmes, disons, d'autres problèmes qui vont vous empêcher de tester le bug en question. Et si vous ne pouvez pas tester automatiquement le bug en question, ben vous êtes obligé de rentrer dans une logique manuelle et ça vous prendra beaucoup plus de temps. Et donc, après, une fois que vous avez trouvé le premier mauvais commit, vous corrigez le bug et c'est beaucoup plus facile une fois qu'on a le premier mauvais commit, puisqu'on a toute l'info qui va avec, c'est-à-dire on sait quand ça a été créé, etc., par qui. Et donc après, on commit la correction et le test en même temps. Donc effectivement, alors, un tel workflow, ça permet d'avoir plus d'informations quand on corrige le bug. Donc la correction est de meilleure qualité. Et aussi le fait d'avoir un nouveau test pour cette fonctionnalité,
ça va faire que, un ou plusieurs d'ailleurs, parce que souvent on peut en ajouter plusieurs à la fois, ça va faire que cette fonctionnalité va être mieux testée, plus facilement refactorisable, etc. Donc les coins sensibles de votre logiciel vont être mieux testés. Et donc, quand on fait ça, on bénéficie d'avoir plein de petits commits aussi, puisque si vous savez que le bug vient de tel commit et que ce commit il est tout petit, ben vous avez beaucoup plus de chances de trouver rapidement quel est le problème en fait. Et aussi des bons messages de commit. Et les gens qui ont utilisé ce mode de fonctionnement, en particulier les développeurs du noyau Linux, c'est très souvent ce qu'ils font, et en particulier les mainteneurs des subsystèmes, c'est très souvent ce qu'ils font dès que Linux tag une RC release. Parce que je ne sais pas si vous connaissez, mais le cycle de développement du noyau Linux, c'est 2 semaines de merge window où Linus merge souvent environ 10 à 15 000 commits, ce qui est énorme. Et après, il tag une première RC release pour release critical en fait. Et à ce moment-là, tous les mainteneurs se mettent à tester puisque l'objectif c'est de corriger le maximum de régression avant la version finale. Et il y en a beaucoup qui utilisent ce genre de workflow qui ont leurs propres tests et qui utilisent Git bisect automatiquement sur leurs propres tests pour trouver quand il y a un problème évidemment, pour trouver quel est le commit à l'origine des régressions. Et il y a d'autres sociétés qui utilisent ça, qui ont dit que ça leur a permis de réduire énormément le temps de résolution des bugs, c'est-à-dire de passer du genre 4 jours ouvrables à 8 heures en moyenne. Et aussi de réduire par exemple de 40% les bugs dans les nouvelles versions qu'ils réalisent. Voilà, alors j'espère donc que vous avez eu un nouvel éclairage sur l'évolution que Git a apportée et les bénéfices donc, en termes de qualité et d'agilité par l'intermédiaire d'une meilleure revue de code et de meilleurs tests. Voici quelques liens, donc je pense que vous connaissez tous le premier. Le deuxième, c'est le framework de test Sharness, qui est toujours sur GitHub, je n'ai pas encore passé sur GitLab. Et Git Rev News, c'est une newsletter Git dont je m'occupe. Donc chaque mois, on sort une nouvelle édition de cette newsletter avec quelques infos sur le développement de Git. Et je voudrais maintenant remercier les organisateurs des DevOps Days et GitLab, ainsi que les communautés Git et Linux. Donc merci à tous. Et merci pour votre attention. Et si vous avez des questions, je peux y répondre. Cool, merci beaucoup, Christian. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a qui aurait une question? Pour ne pas se déplacer au microphone, je peux venir vous passer le micro. Ne vous gênez pas. Come on, don't be shy. Even if it was in French and you understood nothing, you can still ask a question. Okay. Bonjour. Bonjour. Merci pour la présentation. I'd like to know if you guys plan on looking into like humongous amount of data storage for Git. I'm thinking here maybe video games kind of data, because it's kind of a problem when your Git depot gets big. So Yeah. I'd like to pick up your brain about this. Yeah, so it's a problem that people often have. And actually, I've been working on this problem. When I said that at the beginning that I was working on big repositories, I've been working actually on something called partial clone. And I'm not alone. There are Google people, Microsoft people working on that. And the 2.24 release that was released yesterday has
improvements that I've made and other people have made on that. And so the idea behind partial clone is to be able to clone only some directories and not everything. So, and to work only on those, on code or stuff like videos or whatever in those directories. And also, there is a mechanism called promissory modes behind this, behind partial clone, so that when you clone, you also can avoid cloning, for example, big files and things like that. And the last GitLab release has partial clone as an alpha feature, if you want. But so it doesn't work really well because people haven't been working on performance improvements on that enough. We have been building some features, and there were for a long time some disagreements about the way to do it. But I think those disagreements are mostly over now, and many people now GitHub, for example, also works on this currently. So as everyone is on the same page, the development on that should be faster. Welcome. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, OK. J'aimerais avoir ton opinion sur Squash and Merge ou non, là, parce que c'est un débat que bien du monde ont sur Git depuis longtemps, là, si tu dois avoir un linéaire ou non. J'aimerais... Alors, je ne connais pas en fait toutes les fonctionnalités de GitLab, mais je pense que ce dont tu parles, c'est le fait de l'option qui permet de squasher tous les commits en un seul avant de faire le merge, c'est ça? Oui. Alors, moi, je ne suis pas du tout favorable à ça. Parce que ça va complètement à l'encontre de faire des petits commits. Après, si vous faites ça, vous avez des commits qui peuvent être énormes. Et bon, même si les bisects peuvent sembler marcher mieux, en fait, par exemple, quand vous vous rendez compte que le problème vient de tel commit et qu'il est énorme, ben vous avez le choix, en fait, de faire un revert de tout ce commit, mais à ce moment-là, vous risquez de perdre une grosse feature, une grosse fonctionnalité complète, ou alors de ne pas le faire et vous gardez le bug. Et, ou alors vous pouvez évidemment corriger le bug à la main comme si vous n'aviez pas d'infos, mais bon, à ce moment-là, vous perdez des avantages. Donc, je ne conseille pas de l'utiliser, non. Ça répond à ta question? OK. Quelqu'un d'autre? Anyone else? D'ailleurs, dans GitLab, en fait, nous, on déconseille aux gens en interne de l'utiliser, en fait. Donc, ne l'utilisez pas. Côté du micro, tu peux utiliser. Ça marche pas? Non. Oh, ah oui, ça marche maintenant. Merci beaucoup. Mon question est, est-ce qu'on pense que Git, on utilise pour comme la prochaine 10 années ou la prochaine 50 années? C'est comme HTML ou c'est comme une technologie juste pour maintenant? Vous pensez pour ça? Alors, ce que j'en pense, c'est que s'il y a beaucoup d'efforts qui continuent à être faits sur Git, il y a beaucoup de chances pour qu'il soit utilisé comme Linux pendant encore des décennies. Peut-être 50 ans, mais bon, c'est difficile à dire. Pendant un certain temps, par exemple, j'ai travaillé sur IPFS, je ne sais pas si tout le monde connaît, qui est Interplanetary File System, qui est un système de fichiers distribués. Donc j'ai travaillé pendant mon temps libre et après pour Protocol Labs sur IPFS. Et justement, j'ai utilisé Sharness, le framework de test pour tester Go IPFS, qui est la version en Go d'IPFS. Et à mon avis, s'il y a quelque chose qui a des chances de remplacer Git, c'est quelque chose qui sera un peu du genre d'IPFS, c'est-à-dire avec des fichiers distribués, etc. Mais le problème, c'est que
c'est que les performances sont pas bonnes du tout. Git, s'il est très performant, c'est parce qu'il permet d'avoir tout sur sa machine. Donc, mais bon, pour les gros fichiers, etc., si on veut justement gérer des vidéos, etc., ça peut être utile et donc ça serait pas forcément une mauvaise idée qu'il y ait des back-end Git qui soient basés sur IPFS ou une technologie du même genre. Voilà. Et puis, alors si la question porte sur Mercurial alors, je connais bien un développeur important de Mercurial, Pierre-Yves David, et actuellement, il travaille, donc il a créé sa petite société, et sa petite société travaille sur un fork amical de GitLab qui consiste à avoir GitLab, avoir un back-end Mercurial en fait pour GitLab. Donc adapter tout GitLab à Mercurial. Parce que les développeurs de Mercurial pensent que le problème de Mercurial, en fait, c'était qu'il n'y ait pas d'équivalent à GitHub ou GitLab pour Mercurial. Mais moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je pense que Git a quand même certains avantages intrinsèques. Par exemple, au début, Mercurial n'avait pas de branche légère dont j'ai parlé. Et à mon avis, c'est un des inconvénients qui a fait que Git, ou une des choses qui a fait que Git s'est développé beaucoup plus vite. Voilà. Merci. Anyone else? Des questions? OK. Ben, merci beaucoup, Christian. Je vais te donner... c'est des chocolats spéciaux de Montréal. Ah, OK. Donc, Merci. on est quand même fiers. Merci beaucoup.